Solène est responsable R&D chez RX Solutions et s'occupe aussi de tous les aspects commerciaux avec tout ce qui est labo, institut de recherche. Voilà. Donc RX Solutions, c'est une entreprise qui fabrique des systèmes de tomographie rayon X. Donc c'est des appareils qui évidemment nous intéressent. C'est une entreprise qui est basée à Annecy. Donc Solène avait fait une thèse qu'elle a soutenue en 2007, c'est ça, à l'INSA de Lyon, sur des problèmes de reconstruction tomographique. Voilà. Et depuis, elle travaille donc dans cette entreprise et elle va nous présenter un petit peu aujourd'hui les intérêts de cette technique pour nous sur tout ce qui est matériaux. Voilà. Et puis elle sera également là en début d'après-midi pour en parler un peu plus concrètement des différents développements techniques. Merci beaucoup. Donc bonjour et merci d'avoir répondu malgré le retard. Je suis désolée du petit contretemps, parce qu'il y a encore des frites à la cantine à midi et demi. Donc j'ai préparé une présentation. Je ne sais pas exactement ce que vous savez de la tomographie. Donc c'est pas facile de préparer un séminaire qui puisse être intéressant pour tout le monde. Donc j'ai préparé quelque chose qui présente un peu ce que c'est que la tomographie, en particulier la tomographie au rayon X, sans rentrer non plus trop dans les équations, parce que je pense que c'est pas forcément le but ici, ça apporterait pas grand-chose. Je vais peut-être un peu rajouter des infos par rapport à ce que j'ai sur mes slides. Voilà, n'hésitez pas à la fin à poser des questions. J'espère que ça vous apportera quand même quelque chose et ça vous en saurez plus à la sortie que maintenant. Je suis partie du principe qu'une bonne partie des gens quand même ont déjà entendu parler de la tomographie et donc on va plus essayer d'aller regarder qu'est-ce qui est spécifique à la tomo de laboratoire, qu'est-ce que ça peut apporter par rapport à d'autres types de tomo. Donc on va démarrer, on va essayer. C'est bizarre que ça coupe comme ça. Ça clignote? Ouais, mais ça va être bon une fois que ça va se lancer. Ah oui, sur les bords là. Une fois que tu vas lancer en plein écran, normalement ça devrait être bon. Est-ce qu'on peut peut-être éteindre cette rampe là? Ouais. Ah oui, c'est... Ouais. Oui, je pense. Ouais, c'est bien. Oui, c'est bon? Ah, merci bien. Donc on va parler de la microtomographie par rayon X, du principe et quelques exemples d'applications pour la compréhension des géomatériaux. Alors mon plan il n'est pas vraiment exhaustif là, mais je vais donner une définition de la tomographie en général, rapide. Ensuite la tomographie par rayon X, quelles sont les interactions entre les rayons X et la matière, les interactions qui nous intéressent. On va parler un petit peu plus longuement du contraste en absorption. Je ferai très rapide passage sur le contraste de phase et sur la diffraction, qui sont deux autres types de tomographie rayon X qui peuvent être mis en œuvre. Et après, je parlerai des moyens de mesure. Donc, comment on fait pour faire la tomographie par rayon X? Il y a les appareils médicaux qui existent depuis très longtemps, il y en a partout. Les appareils type synchrotron, donc là il y en a un petit peu moins partout, mais on verra qu'est-ce qui est spécifique entre ces différents appareils, et les appareils de laboratoire dont je parlerai un peu plus, parce qu'évidemment c'est ce que je connais le mieux. Donc je vous détaillerai, je vous montrerai quelques exemples de tomos de laboratoire et de ce qu'on peut faire spécifiquement avec ces tomos. Et puis à la fin je donnerai quelques exemples d'applications. Donc la tomographie, ça veut dire quoi? Ça veut dire littéralement l'image d'une coupe. Tomos en grec c'est coupe. Donc en pratique, c'est un mot qui peut regrouper toutes les méthodes qui permettent de reconstituer un échantillon et reconstituer l'intérieur de cet échantillon. Donc pour ça, on va avoir trois postulats, trois choses sont nécessaires. Il faut qu'on mesure un ensemble de signaux qui viennent de cet objet. Il faut qu'on connaisse comment s'est formé ce signal, la physique de la formation de ce signal, et qu'on la modélise mathématiquement. Et la troisième étape, c'est de reconstruire la composition de notre objet à partir du signal qu'on mesure et du modèle mathématique qu'on connaît.
Donc ça veut dire qu'en fonction du signal qu'on mesure, on peut reconstituer différents types d'informations. Ça donne différents types de tomographie. On peut faire de la tomographie par rayon X, c'est ce qui nous intéresse ici. On peut faire de la tomographie par émission de positons, c'est un autre exemple de tomographie utilisée dans le médical. Ça va permettre de reconstituer l'emplacement des tumeurs, par exemple, c'est une imagerie fonctionnelle. Ce n'est pas une tomographie par transmission, c'est une tomographie par émission, puisque le signal, il vient du corps. C'est plus un tube qu'on met d'un côté, un capteur de l'autre. Là, le signal, il est émis par le corps. On peut faire de la tomographie optique, à partir du moment où on arrive à traverser un objet. C'est utilisé, par exemple, sur le petit animal. Comme pour faire si on met une lumière au travers du doigt, on voit qu'on arrive à peu près à passer au travers des tissus. Les petits animaux de laboratoire, qui sont utilisés pour des différentes recherches, type souris ou rat, ils sont suffisamment petits pour que la lumière passe à travers. Donc on peut faire de la tomographie optique. Ça marche aussi pour des objets qui vont être transparents. On peut faire de la tomographie acoustique. Alors là, il y a pas mal d'applications, mais c'est notamment utilisé en sismologie pour étudier la structure des sols. La tomographie en neutrons. Alors là, c'est un petit peu plus proche, on va dire, de la tomo par rayon X. On va émettre des neutrons et puis on va voir ce qui se passe entre les neutrons et la matière en récupérant les neutrons qu'on traversait de l'autre côté. C'est juste que les interactions neutrons-matière sont différentes des interactions rayon X-matière. Donc ça va nous donner une information différente. La géométrie, c'est quelque chose de très important quand on parle de tomographie, puisqu'on a dit qu'on mesure des signaux qui sont émis, ou en tout cas qui ont traversé un échantillon, un objet. Comment est-ce que ces signaux traversent et dans quelle direction ils sont émis? On est obligé de connaître très précisément cette géométrie, ces trajectoires pour être capable de faire la reconstruction tomographique, donc l'aspect mathématique. Là, j'ai mis l'accent sur 3 géométries qui nous intéressent particulièrement et qui sont spécifiques à la tomographie par rayon X. On a d'une part la géométrie parallèle. Les signaux qu'on va récolter, je vais arrêter de parler de signaux, je vais parler de photons, ils vont tous dans la même direction. Tous les rayons X sont parallèles. Ils traversent l'échantillon qui va être quelque part ici et on les récupère sur un capteur. Alors j'ai mis une petite ligne ici parce qu'on a le cas d'un capteur linéaire, on n'a qu'une seule barrette de pixels et on récupère les photons, les rayons X qui passent juste sur une ligne. Mais on peut avoir ce cas-là, mais on peut aussi avoir un capteur de grande dimension, un capteur 2D qui va récupérer plein de photons X qui passent au travers de l'échantillon. Dans ce cas-là, on a une projection parallèle de l'objet sur le capteur. On passe d'un objet 3D à un objet 2D sur le capteur, mais avec une projection parallèle. Ça a des avantages, on n'a pas de distorsion mathématique, de distorsion géométrique. L'inconvénient, c'est qu'on n'a pas de zoom non plus. Alors qu'une trajectoire divergente, qu'elle soit 2D ou 3D, elle nous permet d'agrandir l'objet. Si je mets mon doigt juste devant la lentille là-bas, la lampe du projecteur, mon doigt va être très gros sur l'écran. Je vais grossir l'objet. Si je mets mon doigt ici, par contre, il est tout petit sur l'écran. Sa projection sur l'écran est toute petite. On va exploiter cette caractéristique-là pour faire de la tomographie à rayon X à très haute résolution. Le fait de pouvoir projeter comme ça de manière divergente, d'avoir une projection soit fan beam, soit cone beam, nous permet de grossir et donc d'obtenir des résolutions très fines sur la tomographie. C'est un gros avantage. L'inconvénient, c'est que mathématiquement, c'est un petit peu plus compliqué et on peut avoir des artefacts. Quand on va faire une tomographie, il va donc falloir acquérir ces projections, mais pas dans une seule direction, ça ne suffirait pas. Vous voyez bien que si je mets ici mon doigt, si je le projette là, à partir de une image, je ne suis pas capable de reconstruire en 3 dimensions l'objet 3D qui est mon doigt. Pour ça, il va falloir des projections dans différentes directions, et classiquement sur 360 degrés avec une trajectoire circulaire, c'est-à-dire qu'on va projeter dans toutes les directions. Ou alors un ou plusieurs arcs de cercle, ou alors une hélice autour de l'objet, ou alors des translations, si on ne peut pas faire tourner l'objet ou faire tourner le dispositif. Tout ça, c'est des moyens de récolter les projections de cet objet 3D dans différentes directions.
Si on parle de la tomographie par rayon X, une taille très courte pour dire que les rayons X, c'est un rayonnement électromagnétique, donc c'est comme la lumière visible, simplement c'est pas la même énergie, donc pas les mêmes longueurs d'onde. C'est des photons qui ont une énergie beaucoup plus élevée que la lumière visible et qui sont capables de pénétrer à l'intérieur de la matière, plus que la lumière visible en tout cas. Nous, on va parler d'une tranche spécifique des rayons X qui est en gros entre 20 et 300 kV. C'est la tranche qui nous intéresse. En dessous de 20 kV, on est dans les rayons X mous. Et on a d'autres interactions entre les rayons X et la matière que celles qui vont nous intéresser. Ça va être utilisé en cristallographie, dans d'autres domaines. Il y a d'autres techniques instrumentales qui utilisent ces rayons X mous, mais nous, ils ne nous intéressent pas. On va utiliser donc ces rayons X durs entre 20 et 300 keV. Alors pourquoi pas au-dessus de 300 keV? Parce que au-dessus de 300 keV, on arrive à des énergies qui sont très élevées, plus compliquées à mettre en œuvre, avec aussi des interactions avec la matière qui peuvent être un peu différentes. Et notamment, à très haute énergie, on peut rendre la matière radioactive. On peut activer la matière. Si on fait des scans à plusieurs MeV, on peut activer la matière. Ça veut dire que pour du contrôle non destructif, ce qu'on cherche à faire en général quand on fait la tomographie par ionique, c'est-à-dire qu'on veut que l'objet, après avoir été scanné, il soit intact, et ben, il n'est plus tout à fait intact puisqu'il est devenu radioactif. Ça peut arriver avec les neutrons également, en fonction de la matière qu'il y a à l'intérieur. Par contre, à ces énergies, on n'a pas de réfraction. Donc on considère, je dis toujours on considère, hein, vous faites des sciences, vous savez qu'il y a plein de choses, on dit oui effectivement, c'est pas tout à fait comme ça dans la réalité, mais nous, on va s'intéresser au phénomène principal. Et le phénomène principal à ces énergies-là, c'est passer au travers ou être absorbé, donc pas de réfraction. Je vais en ligne droite. Les photons traversent la matière et se propagent en ligne droite. Pas de réfraction, ça veut dire pas de lentilles. Donc une fois que mes rayons X sont envoyés à ces énergies-là, et avec le matériel le plus simple, on ne peut plus les focaliser. Donc s'ils sont partis dans une direction, ils continuent d'aller dans cette direction-là. Je n'ai pas de moyen de leur faire changer de direction pour les focaliser. Et le dernier point, c'est que c'est une imagerie en transmission. On a bien d'un côté une source de rayonnement, de l'autre côté un capteur, et au milieu, l'objet que je cherche à mesurer. Alors, les interactions entre les rayons X et la matière, dans ce régime d'énergie, la première solution, c'est donc ça représente un atome. La première solution, c'est que vous avez un photon A qui passe au travers de la matière et qui n'interagit pas avec personne. Donc, il passe au travers, il va de l'autre côté. Celui-là, il va aller jusqu'au capteur. Il va être détecté. C'est un photon transmis. La deuxième solution, c'est que le photon arrive, traverse la matière, il rencontre un électron, il est totalement absorbé. Donc toute l'énergie du photon est absorbée, et il n'y a pas de photon réémis de l'autre côté. Ça, c'est l'absorption photoélectrique. Dans un monde parfait, on n'aurait que ça. Nous, ce qui nous intéresse pour faire de la tomographie par rayon X, en atténuation, c'est ces deux phénomènes. Soit le photon passe à travers, il n'est pas détecté, il arrive sur mon capteur, soit il est absorbé, et je reçois rien du tout. Malheureusement, on a un petit peu d'autres effets. Alors, la diffusion Rayleigh, la diffusion élastique, c'est que le photon va rencontrer un électron, ça va émettre un autre photon, mais avec la même énergie, mais dans une autre direction. Et la dernière, la diffusion Compton, le photon rencontre un électron, ça réémet un photon également dans une autre direction, et à une autre énergie, plus faible. Donc il n'y a qu'une partie de l'énergie qui est transmise à ce nouveau photon. Ces deux effets-là, ça va être de la pollution, pour ce que nous on cherche à faire. Donc on va essayer d'en avoir le moins possible. Mais ça existe. Et essentiellement, à nos énergies, la diffusion Compton. Et plus on monte en énergie, plus on a de Compton par rapport à l'atténuation. Le Compton, ça veut dire qu'on va avoir des photons qui vont arriver sur le capteur, mais qui ne viendront pas en ligne droite depuis la source. Alors nous, on considère que tous les photons viennent en ligne droite. Donc ils vont forcément fausser l'image et faire diminuer la qualité des reconstructions tomographiques. Ça va être une source d'artefacts. Donc le principal chose importante à mémoriser, c'est l'absorption photoélectrique. C'est celle qui nous intéresse
pour la tomographie par rayon X en atténuation. Pourquoi en atténuation? Parce qu'on va donc avoir, si on suppose qu'on travaille avec des atomes de numéro atomique faible ou de densité faible, on aura une probabilité d'absorption faible. Pourquoi? Parce que le coefficient d'atténuation linéique, ce qui va nous permettre de caractériser notre matériau par rapport au rayon X, il dépend de la densité électronique et de la longueur d'onde du faisceau. Si je remonte à mon schéma précédent, en gros, plus j'ai d'électrons dans une unité de volume, plus j'ai de probabilité que le photon rencontre un électron. C'est une modélisation complètement fausse physiquement, hein, mais c'est une bonne représentation. Plus on a de densité, si vous courez les yeux fermés dans une forêt, plus il y a d'arbres, plus vous avez de chances de vous en prendre un. C'est exactement la même chose. Plus il y a d'électrons, plus le photon a des chances de rentrer dedans et donc d'être absorbé. Et au niveau de l'énergie, plus l'énergie du photon est élevée, plus il a de chances de passer au travers sans interaction avec les électrons. Ça, c'est quelque chose d'assez intuitif également. Ça veut dire que le coefficient d'atténuation linéique du matériau, il est faible si on a un numéro atomique faible et ou une densité faible. En général, ça va souvent relativement ensemble. Et il est fort si on a un numéro atomique élevé et ou une densité forte. Donc plus le matériau est dense, plus le matériau est lourd, plus il va arrêter, plus il va absorber les rayons X. Ça c'est important à comprendre, puisque c'est ce qui va nous permettre d'être capable ou non de faire une tomographie en rayons X, avec un appareil synchrotron ou laboratoire. La deuxième chose, c'est que pour être capable de distinguer deux matériaux, parce que c'est ça qui va vous intéresser quand vous allez faire une tomographie, vous allez chercher à savoir sur le résultat, sur le volume qu'on va obtenir, à savoir quel voxel correspond à quel matériau. Et pour distinguer deux matériaux, sur une tomographie en atténuation, vous n'aurez que la différence de coefficient d'atténuation linéique. Ça veut dire que si vos deux phases, elles ont le même numéro atomique et la même densité, vous n'aurez aucun moyen de les distinguer en tomographie d'absorption. Parce qu'elles auront un coefficient d'atténuation linéique identique. Donc ça c'est important, on peut distinguer facilement des matériaux s'ils ont des densités en électrons, globalement des densités en électrons différentes. Donc aux énergies, on va quand même mettre une toute petite équation, sinon c'est pas drôle. La modélisation des mathématiques des interactions rayon X matière en absorption, c'est la loi de Beer-Lambert. Donc la loi de Beer-Lambert, elle dit que I0, le signal transmis, le flux transmis, c'est le flux transmis, c'est égal à 0, le flux incident, que multiplie l'exponentielle de moins L fois mu. Mu, je viens d'en parler, c'est le coefficient d'atténuation linéique, ça dépend du matériau, et moins L, c'est la distance parcourue dans le matériau. Donc plus on parcourt une distance importante au travers d'un matériau, plus les photons sont atténués, et plus le mu est élevé, plus il est atténué également. On voit que c'est une exponentielle ici. Ça veut dire que ça décroît très vite. Donc si le matériau, si l'échantillon, quand son volume augmente, on a une diminution du signal transmise qui est inversement exponentielle, enfin c'est une exponentielle inverse, ça veut dire que ça descend très très vite. Donc quand l'échantillon grossit, le signal diminue très vite. Et quand l'échantillon devient plus dense, le signal diminue très vite également. Donc le niveau de gris qu'on va mesurer sur le capteur, ça ce sont des radios. Le niveau de gris qu'on mesure sur le capteur ici, il dépend de l'épaisseur qu'on traverse, la distance parcourue au travers du matériau, du numéro atomique et de l'énergie des photons. Donc si on travaille avec des photons plus énergétiques, on traversera plus facilement, on aura un niveau de gris plus élevé, quelque chose de plus blanc. Cette modélisation-là, c'est celle dont je parlais au départ, quand je disais il nous faut un signal, il nous faut une modélisation mathématique, et à partir de ça, une reconstruction. Donc c'est cette équation-là qui va permettre de faire une reconstruction tomographique. Juste pour vous rappeler le tableau périodique des éléments, en gros, plus on descend dans la classification, plus les matériaux sont denses, donc plus ils sont difficiles à traverser en rayon X. Je mets ce tableau-là pour indiquer, en gros, en vert, c'est ce qui est facile à scanner en tomo, en rayon X. Donc c'est les polymères, les matériaux composites, tout ce qui a du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, de l'azote, tout se passe bien, on peut scanner à peu près n'importe quelle taille d'échantillon. Ensuite, on arrive dans les métaux légers.
magnésium, l'aluminium, tout ce qui est carbonate, des choses comme ça. Là, on commence à être déjà un petit peu plus dense. On peut avoir, généralement, on n'est pas limité par la taille de l'échantillon, mais ça peut demander quand même des machines un petit peu plus puissantes au niveau de la tension. Après, quand on arrive aux métaux communs, donc tout ce qui est à base de fer, de cuivre, là on arrive dans des matériaux qui sont très denses pour les rayons X et qui vont être difficiles à scanner. Ça veut dire que la taille maximum de l'échantillon qu'on va pouvoir analyser, elle sera toute petite. Donc si on a des choses avec des densités proches du cuivre ou du fer, on sera limité à quelques millimètres de taille d'échantillon. Alors qu'avec un aluminium, on peut être à 20 cm et un composite 40. Ça vous donne les ordres de grandeur de ce qu'on est capable de faire, de scanner. Au-delà de ces tailles-là, les photons ne passent plus suffisamment au travers. Et si tous les photons sont atténués, s'ils sont tous absorbés par le matériau, j'ai pas de signal. Si j'ai pas de signal, je ne peux pas reconstruire. Donc la taille de l'échantillon qu'on est capable de scanner dépend de ce qu'il y a dans l'échantillon. Juste pour vous donner une idée, le plomb ici, qui est là, c'est ce qu'on utilise pour la radioprotection, ce qu'on met dans les cabines pour empêcher les rayons X de passer au travers. Donc forcément, c'est que tout ce qui est à partir de cette zone-là, il ne faut pas espérer faire de l'atomo sur des gros objets avec. On a un client qui est venu un jour avec je crois que c'était des seaux de cire, et il voulait qu'on fasse une tomo dessus, et en fait c'était de la cire au plomb. Donc on ne pouvait pas faire de tomo, c'était tout simplement beaucoup trop dense pour être capable de faire des scans. Après il y a beaucoup dans les encres anciennes, il y a beaucoup d'encre au plomb aussi, et là ça peut devenir intéressant au contraire parce que c'est très contrasté, donc sur des vieux manuscrits qu'on ne peut plus ouvrir, il y a une toute petite quantité d'encre, donc elle n'est pas suffisamment importante pour que ce soit gênant pour faire la tomographie, et par contre comme c'est très contrasté, ça permet de faire de la lecture virtuelle de manuscrits sans avoir à les ouvrir. C'est des choses qui sont utilisées pour numériser des manuscrits dans de très vieilles bibliothèques, des manuscrits qui tombent en miettes si on les ouvre. Quelques dates. Donc, les rayons X ont été découverts par Röntgen à la fin du 19e siècle. Ça, c'est une toute première radio très, très célèbre. Le principe mathématique de la tomographie, bien avant qu'elle soit mise en application, date de 1917 et du théorème de Radon. Le théorème de Radon, il dit que si on connaît les projections d'une fonction dans un sous-espace de cette fonction, si on connaît suffisamment toutes ces projections, on est capable de remonter à la fonction en question. Si je mets ça en application à la tomographie, ma fonction c'est quoi? C'est une fonction 3D, donc f de x, y, z. Et alors le f, dans notre cas, ce qu'on cherche à reconstruire, c'est le coefficient d'atténuation linéique, donc mu de x, y, z. Et bien si je connais la projection de mu en 2D, puisqu'on dit que Radon dit qu'il faut dans un sous-espace, donc notre espace de départ c'est R3, mon sous-espace c'est R2, donc si je suis capable de mesurer les projections en 2D, toutes les projections en 2D de ma fonction, mathématiquement je suis capable de reconstruire la fonction en 3 dimensions. Lui, il n'était pas du tout physicien, c'était un mathématicien, il a juste pondu ce théorème. Et 50 ans plus tard, il y a des gens qui se sont rendus compte que ce théorème il était applicable. Si on l'appliquait à la radio, donc aux projections par rayon X, on pouvait reconstruire ce coefficient d'atténuation linéique et donc faire les premiers scanners. Les premiers scanners, c'est notamment Hansfield, donc c'est des ingénieurs anglais qui a travaillé là-dessus dans les années 60. Et le premier scanner, c'est la fin des années 60. Le premier scanner, c'était une source de rayon X et un capteur ponctuel. Donc il y avait un pixel qui était fait à chaque fois. Donc il fallait déplacer le pixel, comme ça. Le premier scanner, c'était la tête. On déplaçait tout, et puis après, hop, on fait tourner d'un cran. Puis on recommence, et puis on fait tourner d'un cran, et on recommence, et ainsi de suite. Donc c'était un petit peu long. Il a fallu un peu de développement pour que ce soit des appareils commercialisables, mais le principe était là. Et du coup, comme il n'y avait qu'un seul capteur, il pouvait faire des projections parallèles. Petit à petit, avec les scanners médicaux, ça s'est pas mal développé. Après, l'utilisation pour le contrôle non destructif, donc pour autre chose que le médical, a commencé en rayon X très très tôt, puisque quand les rayons X, l'histoire
Le développement des rayons X, c'est assez amusant, je trouve. Quand les rayons X ont été découverts, on a trouvé ça absolument génial et on en a mis dans les foires. On pouvait aller s'amuser. Il y avait des gens qui faisaient le cobaye, en gros, la bête de foire. Ils se faisaient scanner toute la journée, ils passaient des radios toute la journée pour montrer aux gens cette nouvelle technique. On s'est rapidement rendu compte, au bout d'1 an ou 2, que, oui, mais sauf que les gens qui se faisaient scanner la main toute la journée, au bout de 6 mois, la main était devenue toute noire. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était dangereux, que c'était un rayonnement ionisant, assez vite, mais il a fallu attendre, je crois, jusque dans les années 30 pour qu'il y ait une régulation internationale sur l'utilisation des rayons X et qu'on prenne vraiment conscience des problèmes de radioprotection. Mais ça a été utilisé du coup rapidement, on a vu l'intérêt pour le médical, très rapidement. On a vu l'intérêt pour le contrôle non destructif très rapidement aussi, le contrôle des bagages par exemple. Et le contrôle des bagages a commencé à la fin du 19e siècle pour regarder ce qu'il y avait dans des malles ou des choses comme ça. Donc les idées ont été là très vite. Après, le scanner et la 3D, ça s'est vraiment implanté dans le médical à partir des années 80, mais c'est arrivé pour le contrôle non destructif beaucoup plus tard. Notamment parce que le médical, je vais en parler un petit peu après, en médical, la résolution qu'on obtient, elle n'est pas géniale. Du coup, pour le contrôle non destructif, c'est souvent pas suffisant et on ne voit pas ce qui est recherché finalement. Donc ça va venir un peu plus. La Tomo à l'ESRF, donc l'ESRF ça a été, je crois que ça ouvre en 98, non 89, j'ai plus les dates exactement. Mais il commence à faire de la microtomographie sur les lignes dans les années 90. Pas très longtemps après, commence à apparaître la microtomographie en laboratoire. Et alors, je mets une dernière date sur la nanotomographie. Donc là, on descend en échelle pour avoir des résolutions plus fines. Donc dans les années 2010 à peu près, il y a une dizaine d'années, grosso modo. Les exemples que je donne ici ne sont pas très recherche, on va dire, sont plus industriels, mais je trouve ça intéressant de vous ouvrir aussi au fait que la tomo, ce n'est pas utilisé que dans les labos de recherche. Au contraire, c'est utilisé de plus en plus dans l'industrie, vraiment de manière exponentielle là, ces dernières années. Pour la recherche de défauts, donc là par exemple c'est une pièce en aluminium, on va aller chercher les porosités, donc c'est de la fonderie alu, on va scanner la pièce, on va aller chercher les porosités, ça permet de caractériser des process de fabrication par exemple sur de la fonderie, de savoir à quelle température il faut mettre le métal pour qu'il y ait le moins de porosité possible, toutes les conditions de fabrication. Là c'est un matériau composite, alors évidemment les matériaux composites c'est un très très consommateur de tomographie parce que y a une structure 3D interne qui est très compliquée et les propriétés du matériau composite dépendent de la structure interne. Selon la manière dont les fibres se croisent pas, se touchent pas, ça change énormément les propriétés. Donc la tomographie qui va permettre de reconstituer complètement la structure 3D sans avoir à casser l'échantillon. Donc je peux tirer dessus, je peux faire des essais, puis je fais une tomo, puis je continue de retirer dessus et je vois quel impact ça a, etc. C'est très très intéressant. Donc là, il y a aussi bien des labos de recherche que de l'industrie qui sont intéressés par ça. Les composants électroniques, c'est des gros utilisateurs des rayons X pour le contrôle non destructif depuis longtemps. En gros, historiquement, il y avait la soudure et l'électronique qui utilisaient assez massivement les rayons X pour le contrôle non destructif, en 2D d'abord, en radio, et puis ils se sont mis petit à petit à la tomo. Les composants électroniques, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir les micro-soudures, des fils qui font 40 microns de diamètre, qui sont soudés en bump-bounding, donc par des microbilles de soudure. Il faut que ces microbilles, elles aient pas trop de bulles d'air dedans, qu'elles soient bien collées à la surface d'un côté et de l'autre, etc. Donc ça, évidemment, si on est capable d'aller voir ça sans avoir à casser l'objet, c'est mieux. L'exemple suivant, c'est un cure-dent en bambou. Alors l'exemple est pas du tout scientifique, hein, c'était un échantillon qu'on a pris nous pour faire un exemple, mais en l'occurrence la structure du bois est quelque chose qui est étudié en tomo. Alors le bois se prête très bien à la tomographie très haute résolution. Donc là, pour vous donner une idée des ordres de grandeur, ça c'était une taille de voxel. Un voxel, c'est comme un pixel mais en 3 dimensions. C'est à la fin, quand on a fini une reconstruction tomographique, on a un Rubik's Cube géant fait de plein de petits voxels. Donc là, le voxel fait 130 microns. Là, il en fait 64, là, il en fait 34, et là, il fait 300 nanomètres.
Donc on voit qu'on a un saut d'échelle un petit peu et qui ne peut pas s'appliquer à tout et n'importe quel échantillon. Pour faire de la très haute résolution, il va falloir des échantillons très petits et suffisamment peu absorbants pour qu'on passe à travers et qu'on ait du signal. Donc le bois s'y prête très bien, c'est peu absorbant et puis c'est facile de tailler un petit morceau dans une pointe de cure-dent. Donc là sur tous ces exemples, c'est des visus 3D qu'on voit, sauf sur celui-là, une coupe. Donc ça vient bien d'un volume tomographique 3D, mais on a juste affiché une seule coupe, comme si on avait fait une nano coupe dans l'échantillon. Ici c'est un bouchon de bouteille, ça c'est une industrie qu'on utilise pas mal cette méthode aussi pour analyser est-ce que la bouteille va être bien fermée quand on aura vissé le bouchon. Et une fois que le bouchon il est vissé, on ne peut plus mesurer les écarts à l'intérieur, alors que, de manière autre que par tomographie. On visse le bouchon, on met la bouteille, et là on est capable de mesurer les distances entre le bouchon et le goulot, etc. Ça c'est sur du plastique. La comparaison CAO, donc là l'analyse qu'on voit c'est l'épaisseur de paroi en fait, donc la couleur dépend de l'épaisseur de la paroi. Là les couleurs dépendent de la comparaison entre la CAO et la pièce réelle. Donc ça c'est aussi quelque chose de pas mal utilisé dans l'industrie. Et là on s'approche de la métrologie. La métrologie c'est ce qui permet de faire des mesures sur des pièces. Donc les méthodes classiques, c'est des méthodes par contact ou des méthodes optiques. La tomographie permet aussi de faire de la métrologie, donc de prendre des cotes, de prendre des mesures sur des pièces. Une fois qu'elles ont été terminées, c'est quelque chose qui est de plus en plus utilisé dans l'industrie, parce que si on veut faire des mesures sur des structures internes, par exemple, on ne peut pas le faire ni avec un palpeur, ni avec de l'optique, pour aller mesurer des conduits dans des pièces qui servent à du refroidissement, par exemple, ou sur des pièces très complexes, avec des formes concaves, des choses comme ça. Ça va être difficile à mesurer, et faire des mesures sur des pièces très 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 petites aussi, c'est quelque chose de difficile, parce que les palpeurs, ils n'ont pas des billes infiniment petites, donc la tomo s'y prête très bien aussi. Donc ça, c'était des exemples au niveau industriel. Un petit mot sur le contraste de phase. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que moi c'est pas ma spécialité, donc je ne veux pas vous dire de bêtises. Simplement, le contraste de phase exploite le fait que, ok, on a de l'absorption, c'est-à-dire on a des photons qui arrivent, qui sont atténués ou pas atténués et qui vont en ligne droite. Ça c'est ce que nous on considère. Mais il y a d'autres phénomènes, et il y a notamment des phénomènes de réfraction. Et donc le fait que les photons peuvent arriver et être légèrement déviés par un changement d'indice entre deux matériaux. Donc deux phases qui peuvent avoir le même numéro atomique, la même densité, mais des orientations, des indices de réfraction différentes pour les rayons X. Donc ça, on peut exploiter ça pour faire de l'imagerie de contraste de phase, qui va permettre de voir d'autres choses que l'atténuation. On n'aura plus une cartographie de la densité atomique, électronique, on aura une cartographie des indices de réfraction. C'est, dans la plupart des cas, quand on parle de tomographie en atténuation, le contraste de phase va être un artefact. Puisque je vous ai dit, nous on considère qu'il n'y a pas de réfraction. Donc quand il y en a, ça vient nous polluer notre modèle mathématique. Donc forcément, ça va créer des artefacts sur la reconstruction. Donc il y a à la fois un côté contraste de phase, oui génial, je vais voir des trucs que je ne vois pas en tomo habituellement. Et d'un autre côté, contraste de phase, je vais chercher au contraire à l'éliminer de mes acquisitions pour avoir moins d'artefacts liés à ça. C'est vraiment deux choses complètement différentes qu'il ne faut pas mélanger. Pour faire de l'imagerie de contraste de phase, quand on veut s'intéresser vraiment à cette information-là, c'est plus tout à fait les mêmes machines, c'est pas la même méthode d'acquisition. On va avoir besoin, alors il y a différentes méthodes qui peuvent être utilisées, là, qui sont citées entre autres ici. Il y a des lignes qui font du contraste de phase, par exemple sur les synchrotrons, parce que pour faire de la phase, un moyen, c'est au lieu de mettre le capteur juste derrière l'échantillon, on met le capteur 10 mètres plus loin. Et là, finalement, on n'a plus grand-chose comme signal. Par contre, dans la mesure où les angles sont très très faibles, pour que ça arrive
l'angle, enfin le faisceau diffracté, pour qu'il arrive sur un autre pixel, il faut se mettre très très loin pour avoir suffisamment de trajectoire pour être sur le pixel d'à côté et que les deux photons ne soient pas confondus. Ça, c'est du contraste de phase en propagation, par exemple. Ça, ils arrivent à faire ça à l'ESRF. Sur une machine de laboratoire, vous imaginez avoir votre tube ici et votre capteur à bout de la pièce, ça ferait des bunkers, parce qu'il va falloir protéger tout ça contre la RX, qui serait un petit peu grand. Donc c'est difficile à mettre en place. Par contre, il y a une chose, je parle juste de celle-là, qui est envisageable, c'est ce qu'on appelle le grating interférométrie. Donc là, on va utiliser des grilles pour créer des interférences et être capable de mesurer à une moindre distance des photons réfractés. En fait, on va simplement venir guider les photons pour récupérer que ceux qui sont déviés. C'est faisable sur une machine de laboratoire. Simplement, c'est une mise en œuvre qui est très compliquée parce que c'est des grilles qu'il va falloir calculer en fonction des distances, en fonction de l'énergie. Donc à chaque fois qu'on change un paramètre sur le tube, les grilles ne conviennent plus. Donc c'est faisable, mais c'est quand même très compliqué à mettre en œuvre. Donc aujourd'hui, il y a l'équipe de Vincent Revol, notamment au CSEM, qui travaille là-dessus depuis longtemps. Je vous montre juste quelques images. C'est extrait de ces présentations, hein. C'est pas du tout du travail que j'ai fait moi. Ça, c'est un exemple sur une pièce en composite. Ça, c'est l'échantillon, c'est une radio juste en absorption. Et en interférométrie par grating, on est aussi capable de reconstruire la réfraction et le scattering. Et ce qu'on voit, c'est que sur le scattering, là, on voit apparaître du signal qu'on ne peut pas voir sur l'atténuation, parce qu'en fait, ce sont des micro-fissures, donc qui vont créer des différences d'indice de réfraction, parce qu'il y a un tout petit peu d'air entre les deux. En atténuation, c'est tellement petit que c'est totalement confondu avec le reste, mais en scattering, c'est amplifié finalement, et on arrive à le détecter. Donc pour certaines applications, ça peut être intéressant. Ça permet de voir d'autres choses. Aujourd'hui, c'est une technique on sait que ça existe, que c'est faisable depuis longtemps, mais qui peine un peu à se développer parce que les applications sont faut tellement avoir un appareil pour chaque échantillon ou à peu près, avec en plus des temps d'acquisition qui vont être en heures ou en jours, là où on est à quelques minutes sur de la tomographie classique. Donc il faut vraiment que ça se justifie. La dernière méthode dont je veux parler ici, qu'on est capable de faire avec des rayons X à ces énergies-là, c'est la DCT, donc la Diffraction Computed Tomography. C'est quelque chose qui commence à apparaître petit à petit. L'objectif, c'est d'être capable non plus de reconstituer l'atténuation, mais l'orientation des grains dans un matériau polycristallin. Et pour ça, on va utiliser également le faisceau réfracté. Ça, c'est juste un schéma de principe qui vient du site de l'ESRF. C'est des choses qu'ils font aussi sur certaines lignes au synchrotron, qui peuvent éventuellement être mis en place sur Tomo de laboratoire. C'est des travaux qui sont également en train de percer et de commencer à être faisables sur des Tomos de laboratoire. Mais c'est relativement marginal, donc je ne vais pas m'établir, passer trop de temps là-dessus. Qu'est-ce qu'il faut pour faire de la tomographie? Il faut une source de rayons X, il faut un détecteur, il faut une mécanique qui permette de faire tourner soit l'échantillon, soit le dispositif d'acquisition. Et puis il faut un ou plusieurs PC qui permettent à la fois de piloter tout ce monde-là, de faire les images, et puis de traiter les données et de faire la reconstruction. Je vous donne un petit schéma d'un générateur électrique de rayons X, parce que c'est important de comprendre un peu comment ça se passe. Ça, c'est plutôt un schéma de tube médical. Et ça a bonne importance, le principe est le même. On a besoin d'un tube à vide, dans lequel on va générer des électrons en chauffant une cathode. On accélère ces électrons en mettant une anode en face et un champ électrique élevé entre les deux. Quand je dis élevé, on parle de kilovolts. Donc on va être à 100 000 volts, 150 000 volts, 200 000 volts, etc. Ça, c'est le champ électrique qu'on met entre la cathode et l'anode pour accélérer les électrons. C'est pour ça qu'on a besoin d'être dans le vide, parce que quand on fait des électrons pas dans le vide, ça se passe moins bien. Donc on a besoin d'être dans le vide et on bombarde une cible. Quand les électrons arrivent à très forte vitesse sur la cible, il y a un freinage de ces électrons. Et ce freinage, il génère un rayonnement électromagnétique qu'on appelle rayonnement de freinage. On parle de Bremsstrahlung en général, parce que c'est un Allemand qui a trouvé ça. Et il y a un tout petit bout de ce rayonnement de freinage qui est dans les rayons X.
99% c'est de la chaleur, c'est perdu, mais il y a 1% qui est émis dans les rayons X. Et c'est ce pourcent-là, nous, qu'on va récupérer. Il y a un deuxième phénomène qui correspond à la fluorescence, ça dépend du coup du matériau, mais globalement, on a un rayonnement de freinage. Ça veut dire qu'on a des photons qui sont émis, dont certains sont dans les rayons X, et ces photons-là, ils n'ont pas tous la même énergie. Quand on utilise un tube, un générateur électrique de rayons X, on a un faisceau blanc, comme la lumière du soleil, avec des photons qui ont des énergies différentes. Ils vont être émis dans toutes les directions. Évidemment, ceux qui sont dans la direction de la cible, ils sont immédiatement absorbés. Et nous, on va récupérer par une fenêtre de sortie, alors selon le type de tube, un cône de 30-40 degrés ou de 160 degrés ou juste un faisceau fin. Ça dépend de la géométrie du tube. Mais globalement, c'est ça. Donc on a un point d'émission qui correspond au point où les électrons ici sont venus bombarder la cible. C'est là que sont émis les photons X et ils sont émis dans toutes les directions. C'est pour ça qu'on récupère un cône. Ce point ici, on va l'appeler le foyer et il a son importance parce qu'en fonction de la taille de ce foyer-là, on va avoir des images nettes ou des images floues. Donc le courant qu'on fait passer dans le filament va déterminer la quantité d'électrons qui vont être émis et la tension d'accélération, elle va déterminer l'énergie maximum des électrons, enfin la vitesse maximum des électrons et donc l'énergie maximum des photons. Donc nous on va piloter en tant qu'utilisateur un tube en kilovolts et ce qu'on va récupérer, ce qui nous intéresse derrière, c'est les kilo-électronvolts des photons X qui sont émis. Si je pilote un tube, alors je crois que j'ai une, je sais plus si j'ai une, voilà. Si je pilote un tube à 50 kilovolts, ici, je mets une tension de 50 kV, j'ai un spectre qui va s'étendre entre 0 kV et 50 kV. Ça, c'est le spectre des photons X émis. Ce qu'on voit, c'est que la plupart, il y a très très peu de photons qui sont à 50 kV. Donc quand on travaille à 50 kV sur un tommo de laboratoire, on ne travaille pas à 50 keV. En fait, l'énergie des photons émis, elle est globalement, l'énergie moyenne, elle est à un tiers à peu près de la tension d'accélération. Là, on voit, alors à 50 keV, on n'est pas à un tiers, on est à la moitié, ça dépend de l'énergie à laquelle on est. Mais, on voit que le pic ici, il est entre 20 et 25 kV. Ça, c'est très important à avoir en tête quand on compare des acquisitions qui sont faites au synchrotron, où là, on va vous parler de keV, et des acquisitions qui sont faites sur tommo de laboratoire, où on parle de kV. On aura forcément un gros écart entre les deux. Puisque nous, on travaille avec un spectre continu, alors qu'à l'ESRF, en général, ils travaillent avec des photons monochromatiques. Donc tous les photons qui sont utilisés pour le scan ont la même énergie. Sauf quelquefois où ils ont besoin de plus de flux, et là ils élargissent un petit peu la bande spectrale, enfin du faisceau rose, mais on reste quand même sur des bandes étroites. Ça, c'est vraiment une différence fondamentale entre un tommo de laboratoire qui va avoir une lumière blanche, grosso modo, et un synchrotron qui est un laser, avec une seule longueur d'onde. Quand on change les microampères, donc quand on change le courant, on change la quantité d'électrons et donc la quantité de photons. Donc l'effet sur le spectre de rayons X émis, il est là. On a la même forme de spectre, mais par contre on a plus d'intensité, plus de photons qui sont émis. Est-ce que j'ai des choses que je voulais dire d'autres là-dedans ? Oui, je parlais du foyer et donc le fait que la dimension, la taille du foyer, du point d'émission, a un rôle important dans la netteté des images. J'y reviendrai sans doute un petit peu plus tard. La dernière chose, ça c'est valable pour tous les tomos de laboratoire, on peut changer le spectre, on peut vouloir changer le spectre. Parce que le fait qu'il soit polychromatique, pour nous ça va être un problème. Parce que mu, le coefficient d'atténuation linéique, dépend de la densité en électrons et de l'énergie des photons. Donc quand on va mesurer une radio, on aura la projection des mu grâce à notre loi de Beer-Lambert, mais on a une projection de mu, de différents mu, puisque chaque photon ayant une énergie différente, chaque photon va faire l'intégrale d'un mu différent. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire une reconstruction tomographique quantitative avec un tommo de laboratoire qui a un spectre en énergie continue. Alors que sur un synchrotron, où on a une seule énergie, on peut faire une reconstruction quantitative du mu du matériau.
pour essayer de s'approcher un peu pas de s'approcher du monochromatique, mais de limiter les effets pervers du polychromatique, on peut filtrer en mettant des plaques de métal, donc du cuivre, l'aluminium, ça dépend de ce qu'on fait, qui vont absorber les basses énergies. Ça veut dire qu'on va venir supprimer ce qui est en bas de la courbe ici pour essayer de durcir le faisceau. C'est pour ça qu'on appelle ça des filtres de durcissement de faisceau. On vient supprimer les basses énergies qui sont préférentiellement absorbées par le filtre. Justement, donc le foyer, ça c'est un petit schéma de principe qui vous montre que si on a une source de lumière, dans notre cas ça va être des photons X, mais un point d'émission qui est large, pour faire la projection d'un objet sur un capteur, si cette source est large ici, on va avoir forcément une zone de flou sur le capteur, et donc des images qui ne seront pas nettes. Donc pour être capable de faire des images nettes, il faudra faire attention à la taille du foyer qu'on a ici. Ça veut dire que pour travailler à 300 nanomètres de taille de voxel, je ne vais pas travailler avec les mêmes réglages que pour travailler à 300 microns, parce que je n'aurai pas besoin de la même taille de foyer au départ. Pas forcément du coup avec la même machine. Le détecteur, c'est celui qui est chargé de détecter les photons X pour former une image numérique qu'on va enregistrer sur le PC. C'est la même chose, enfin, c'est ce qui a remplacé les films que vous aviez peut-être quand vous étiez petit pour faire des radios. Maintenant, même dans les cabinets de radio, il n'y a plus de films. Il n'y a plus que le contrôle non destructif pour certaines industries qui ont encore le droit d'utiliser du film. Les autres n'ont plus le droit. C'est tout remplacé par des capteurs numériques. Ils continuent quand même d'imprimer sur un beau truc noir, parce que les médecins, eux, ils ont appris à mettre leur truc noir sur la vitre blanche, là, pour regarder les... Ils savent reconnaître les fractures comme ça. Donc ils continuent d'imprimer les images sur des films noirs, là, mais en pratique, c'est pas avec un film que l'image est faite, c'est bien un capteur numérique. Pour avoir un capteur numérique, un film, l'avantage, c'est que c'était une couche chimique qui était mise dessus, qui réagissait avec les rayons X, de la même manière que votre film argentique sur les anciennes photos réagissait avec la lumière. Il a fallu trouver pour les détecteurs numériques un moyen de détecter les rayons X pour en faire un signal. Donc la plupart des détecteurs fonctionnent en détection indirecte. Donc il y a d'abord un scintillateur, donc une couche chimique là, qui transforme les rayons X en lumière visible. En gros, c'est des phosphores qui sont utilisés. Donc les deux plus connus, c'est le Gadox et le CSI, qui ont des propriétés différentes. Dans tous les cas, c'est des matériaux qui vont scintiller quand ils reçoivent des rayons X. Donc on a d'abord cette couche de scintillateur, et derrière on met un capteur de lumière visible, qui va être, si possible, assez bon dans la longueur d'onde de scintillation du scintillateur. Enfin, ça, je rentre peut-être un peu dans les détails, peu importe. Soit on met un capteur plan, donc là c'est une dalle de silicium qui va détecter c'est une photodiode qui va créer les images, soit tout simplement une caméra CCD, une caméra CMOS. On peut même s'amuser à mettre derrière ce scintillateur des lentilles, donc de l'optique, et derrière l'optique, parce que du coup on est en visible là. Une fois qu'on a passé le scintillateur, on est en visible, et mettre une caméra derrière. Et donc on est capable de former une image à partir de cette lumière visible. Comment ça arrivé? Les détecteurs à détection directe. Là, on a directement un matériau qui va être capable de transformer les photons X en paires électron-trou. C'est ce qu'on appelle donc les détecteurs à détection directe, détecteurs à pixels hybrides, détecteurs à comptage de photons. Vous avez peut-être entendu ces mots-là. Il en existait au départ qu'en silicone. Maintenant, il commence à y avoir du CDTE, d'autres matériaux qui fonctionnent avec des rayons X un petit peu plus durs. Parce que le problème du silicium, c'est qu'au-delà de 20 keV, en gros, on ne voit plus grand-chose. Le photon passe à travers sans être détecté. Ce qui nous embête un peu, parce que nous, à 20 keV, en contrôle non destructif, on ne voit pas grand-chose. Ça commence à arriver. Pour l'instant, ça a beaucoup d'avantages. Pour l'instant, c'est extrêmement cher. Donc, il va falloir encore attendre un petit peu. Nous, on utilise énormément des capteurs plans ou des caméras CCD. Et alors, les capteurs plans, on a bénéficié du médical. On utilise les mêmes imageurs que pour les médicales. Ça nous permet de payer des imageurs beaucoup moins chers
que s'ils étaient développés que pour le contrôle non destructif, parce que le marché du médical, c'est énorme. Donc ça a permis de faire baisser les prix, et c'est une des choses qui a permis à la tomo de laboratoire de se développer, et d'être abordable avec des images de bonne qualité. La résolution, elle est définie par la dimension des pixels du capteur. Évidemment, si on a des pixels de 100 microns par 100 microns, ça va nous aider à avoir des détails de 100 microns sur le capteur, mais également par la résolution du scintillateur. Et ça, c'est primordial, parce que le scintillateur, c'est une couche, hein, on peut imaginer, alors selon les scintillateurs, ça peut être plutôt des petits bâtonnets ou plutôt des grains, peu importe. Il faut imaginer une poudre. La poudre, plus son épaisseur est importante, plus quand il y a un photon qui va arriver, l'endroit où il va réagir, ça va émettre de la lumière, elle va être diffusée cette lumière. Donc plus l'épaisseur est importante, plus la lumière va se diffuser, plus le scintillateur, l'image à la sortie du scintillateur va être floue. Donc pour avoir une image nette à la sortie du scintillateur, il faut que la taille des pixels du capteur qui est derrière et la taille du scintillateur soient concordantes. Si on a un flou de 100 microns sur le scintillateur avec un pixel de 20 microns derrière, ça n'a pas de sens. On a 25 pixels de flou. Donc il faut que ces deux choses-là soient en adéquation. Mais un scintillateur, plus il est fin, moins il détecte. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi non plus. Donc un capteur plan a des pixels à peu près de 100 à 200 microns de taille, et du scintillateur, alors si on parle du Gadox, entre 500 microns et 1 mm d'épaisseur. Si on parle d'une caméra CCD, on a des tailles de pixels de l'ordre de 10, 20 microns. On va avoir une épaisseur de scintillateur de 20, 50 microns. Avec 50 microns de scintillateur, il y a un paquet de photons qui passent à travers et qui ne sont pas détectés. Donc on a un signal qui va être beaucoup, beaucoup moins bon. Donc je vous donne ce genre d'informations, c'est ce qui va faire, ce qui va différencier différents appareils. Ce qui va faire qu'un appareil sera capable de faire des images à 300 nanomètres, mais ne sera pas capable par contre de faire des images à 300 kV, et un autre appareil, ce sera l'inverse. Donc c'est ces aspects-là qui font la différence. Un petit mot sur les scanners médicaux. Donc ils sont en géométrie fan beam ou cone beam. Leur caractéristique, c'est qu'ils font des acquis très très rapides. Quelques secondes, quelques minutes pour faire des échantillons quand même, des parties du corps assez importantes. Par contre, ils ont une résolution médiocre. On est au millimètre, des fois un petit peu en dessous, mais pas tellement. Parce que pour les structures du corps humain, c'est suffisant, en tout cas pour du diagnostic. Ils sont peu versatiles. En gros, un scanner médical, c'est fait pour faire un truc et un seul. Il n'y a pas tellement de possibilités de réglage. Même quelquefois, des gens qui arrivent qui sont un peu trop gros ou un peu trop grands, ou ça passe pas dans le scanner. Il y a très peu de réglages possibles en géométrie, en énergie, en filtre, etc. Donc c'est très bien pour une application dédiée, mais pas très bien quand on a plein de recherches, plein de types d'échantillons. La radioprotection, elle est externe. C'est-à-dire que quand vous allez faire un scanner, on ne vous met pas dans une boîte qu'on ferme avant de lancer le scanner. C'est la salle elle-même qui est protégée, qui est plombée, et puis les gens qui manipent ont besoin d'une formation spéciale, d'un suivi médical spécial. C'est lourd à mettre en place. Quelque chose d'assez caractéristique des scanners médicaux, c'est qu'on fait une reconstruction en unité Hounsfield unit. C'est-à-dire que ce qui sort du scanner, les images qui sont sorties, elles sont normalisées entre, je crois que c'est moins 1000 et plus 1000, 0 correspondant à l'atténuation de l'eau. Et ça c'est pour permettre aux médecins, aux radiologues qui vont analyser les images, s'ils voient qu'il y a un pixel qui est à 300, une valeur de niveau de gris de 300, ils savent à coup sûr que c'est tel tissu. Forcément, ce niveau de gris, c'est tel tissu. Ça a été étalonné, en fait, pour les tissus biologiques. Et donc, eux, ils ont directement une correspondance tissu-unité Hounsfield. Ça, ce sera pas possible, enfin, c'est pas le cas sur un tomo de laboratoire, parce qu'on a plein de matériaux différents, plein d'énergies différentes, plein de filtres différents, etc. Or, cet étalonnage, il dépend de tous ces paramètres-là. Toujours parce qu'on a cette histoire de photons, enfin de polychromatique qui fait qu'on est en approché et non pas en mesure exacte. Les rayons X, ils sont générés par des tubes, comme celui que je vous ai montré tout à l'heure, le principe, qui sont très puissants. On parle de kilowatts.
Pourquoi on fait ça? Pour pouvoir faire des acquisitions très rapides. Le but d'une acquisition rapide, c'est que si vous demandez à quelqu'un d'arrêter son cœur de battre pendant 2 minutes, ça va être compliqué. Pourtant, quand on bouge, quand l'objet bouge pendant une acquisition, on ne peut plus faire de reconstruction tomographique. Parce que notre modèle mathématique, il est plus bon. On considère que l'objet, il n'a pas bougé pendant tout ce temps-là. Donc on va essayer de faire des images les plus rapides possibles. Alors l'exemple du cœur, c'est exagéré, mais en tout cas, si vous avez déjà passé un scanner, on va vous demander de retenir votre respiration. Et on ne va pas vous demander de la retenir pendant 5 minutes. 20 secondes, c'est déjà beaucoup pour la plupart des gens qui ne sont pas entraînés. Donc on a besoin de faire des scans rapides. Ça veut dire que ce n'est pas les mêmes tubes qu'on va utiliser pour la tomographie de laboratoire. Ils ne montent pas très haut en tension parce que le corps c'est assez mou, donc on n'a pas besoin, enfin c'est assez faible en absorption, on n'a pas besoin d'énergie très élevée. Et voilà, les capteurs, j'en ai parlé déjà. C'est quand même des scanners qui peuvent être utilisés pour l'analyse des matériaux, et notamment les premiers à avoir utilisé ça, c'est les gens des géomatériaux, et notamment tout ce qui est roches pétrolifères. Ils se sont rendus compte très vite que c'était intéressant d'aller voir l'intérieur de leurs carottes, et que de les passer dans un scanner médical, ça leur donnait déjà pas mal d'informations. Donc c'est utilisé, il y a même des centres de recherche qui se sont équipés de scanners médicaux. Alors ça coûte un peu cher un scanner médical par contre, ça coûte aux alentours d'1 million d'euros à peu près, ce qui est la tranche très très supérieure des scanners de laboratoire. Et puis en plus, voilà, il faut un personnel formé spécialement, c'est verrouillé, enfin c'est aujourd'hui plus la solution qui est privilégiée. Mais il y a 10 ans, il n'y avait pas tant que ça, ou plus, il n'y avait pas tant que ça de solutions. Je vais accélérer parce que sinon, je n'ai pas le temps de manger. Donc le synchrotron, je passe juste un tout petit peu de temps dessus. Je ne vais pas vous expliquer comment sont extraits les rayons X. Simplement, vraiment, ce qui est très différent de ce qu'on fait avec un témo de laboratoire, c'est la première chose qu'on est en monochromatique, et la deuxième qu'on a un flux qui est juste monstrueux par rapport à ce qu'on peut avoir en laboratoire. Et la troisième, c'est qu'on est en faisceau parallèle aussi. Ça, c'est 3 caractéristiques qui font que c'est très différent d'un tomo de laboratoire. Là, c'est en luminance, en gros, les rayons X, là, on est à 10 puissance 9 et eux, ils sont à 10 puissance 22 en brillance. Donc ça donne une petite idée du rapport de luminosité. Donc on est capable de faire des scans à des résolutions équivalentes à celles d'un tomo de laboratoire 1000 fois plus rapidement. Donc on peut faire une tomo à 1 micron de résolution en 1 seconde, ce qui sera totalement impossible sur un tomo de laboratoire, parce qu'on n'aura tout simplement pas assez de photons. Il nous faut de l'information pour avoir des images correctes. Les tomos de laboratoire, donc en général on est en géométrie conique, on a des acquisitions lentes, l'ordre de grandeur c'est quelques secondes pour faire une acquisition hyper rapide où on voit pas grand, enfin assez peu résolu, à quelques heures, on peut même faire des tomos de plusieurs jours dans certains cas. Typiquement on est quand même entre 10 et 30 minutes, on a déjà généralement une bonne image. Après, tout dépend de la résolution et de l'échantillon qu'on scanne. On peut aller du millimètre, en dessous du millimètre, jusqu'au micron ou en dessous du micron. C'est des appareils qui en général sont assez versatiles, donc on peut changer plein de trucs, on peut s'amuser à modifier plein de choses dessus. Et les générateurs électriques qu'on utilise, c'est le même principe que les générateurs médicaux, mais avec le fait de focaliser le faisceau d'électrons sur un tout petit foyer pour avoir des images nettes aux résolutions dont j'ai parlé. Donc micron, quelques centaines de microns ou en dessous du micron. Et le coût d'achat, je pense que ça vous intéresse ce genre d'ordre de grandeur. En gros, un tomo de laboratoire, on va dire que ça va de environ 100 000 euros, ça c'est vraiment les tomos les plus simples, jusqu'à 1 million d'euros pour les tomos très compliqués. Mais la fourchette moyenne, c'est entre 200 et 500 000 euros, on va dire à peu près, pour avoir un tomo de laboratoire. Donc c'est quand même pas un équipement donné, mais c'est pas non plus quelque chose d'inabordable par rapport à un MEB, c'est dans les mêmes ordres de grandeur, on va dire, par rapport à ce genre d'équipement, ou un FIB, c'est moins cher qu'un FIB, par exemple. C'est juste quelques exemples de ce que nous, on fabrique. Donc, on a une gamme de tomos de laboratoire. On travaille à peu près 50% avec des labos de recherche et 50% avec des industriels. On a des équipements qui sont plutôt petits, un petit peu moins versatiles, plutôt utilisés par les industriels, mais l'IRSTEA à Paris en a un, par exemple, de celui-là.
Donc ce qui va les différencier, ça va être leur capacité à modifier la géométrie, justement, donc les courses disponibles, la cabine, parce que si on fabrique une cabine qui est faite pour un Tomo à 150 kV, on ne peut pas mettre un tube de 200 à la place, parce que les rayons X vont passer au travers. Et puis la mécanique, qui va permettre ou non de faire de la très haute résolution. On ne peut pas utiliser les mêmes axes mécaniques pour travailler à 10 microns pour travailler à 300 nanomètres. On n'a pas il nous faut une précision beaucoup plus importante. Ça, c'est pour vous donner une idée de la taille de ces équipements. Donc celui-là, il fait la taille d'un bureau à peu près. Celui-là est déjà un petit peu plus grand. Celui-là encore plus, notamment en hauteur. Donc ça passe dans une porte standard. Ça passe plus dans une porte standard. Et cette solution-là, c'est une solution qu'on installe dans un bunker. Donc là, on va faire plomber une salle autour à l'endroit où on veut installer la machine. Après, elle sera plus déplaçable, évidemment. Justement, au niveau de la versatilité, dans un Tomo de laboratoire, on peut s'amuser à changer les distances générateur-imageur. Donc ça, c'est une vue de l'intérieur d'un Tomo. Ça, c'est le tube Arion X. Ça, c'est le capteur plan. La platine de rotation, on va venir poser l'échantillon dessus. Et c'est l'échantillon qui va tourner sur la platine. Contrairement au scanner médical, où c'est pas vous qui tournez, ce serait pas très confortable. On peut déplacer en largeur pour agrandir virtuellement le capteur. Ça, c'est des exemples de scan, de géométrie de scan. Quand on a un objet très long comme ça, il ne rentre pas tout entier dans le champ. Donc, on peut faire plusieurs scans en hauteur qui vont venir se recoller tout seul après. Ou alors, on peut faire une trajectoire hélicoïdale. La trajectoire de base étant simplement, je pose l'objet et je fais tourner l'objet sur 360 degrés. On a une acquisition circulaire. Ça, c'est des trajectoires différentes. Quand on a un objet très plan, on ne peut pas forcément le faire tourner, parce que si on veut le faire tourner, il va falloir le reculer du tube, et on va perdre en résolution, parce que la résolution, elle est donnée par le facteur de grandissement, le fait que l'objet soit tout près du tube ici, pour avoir une bonne résolution sur le capteur. Donc là, on peut utiliser la laminographie. On va venir déplacer latéralement, et avoir une image tomographique partielle, finalement. Quelque chose qui est assez intéressant, c'est de pouvoir faire un scan sur un échantillon dans l'ensemble, d'identifier une zone qui nous intéresse et de revenir refaire un autre scan sur une zone plus petite. Et comme la zone va être plus petite, on pourra plus, zone qui nous intéresse, on pourra plus zoomer et donc faire de la tomo multi-échelle. Je vais aller sur les exemples pour terminer. Voilà, donc ça c'est un exemple d'oxyde de fer. Là c'est un échantillon tout petit. Ce qu'on voit ici c'est une coupe, donc les différents niveaux de gris correspondent à différents coefficients d'atténuation. Ça veut dire différents minéraux, là en l'occurrence, dans l'échantillon. La taille du voxel c'est 0,7 microns. Donc cet échantillon-là, là vous avez l'échelle, ça c'est 0,2 mm. Donc en gros l'échantillon là il faisait à peine 1 mm. La taille de l'échantillon, c'est à peine 1 mm. Pour faire des acquisitions très haute résolution, il faut avoir des échantillons petits. Alors on peut faire du scan local, mais plus on est local, moins on sera bon en qualité. Parce qu'on a des photons qui vont être atténués par du matériau qui ne nous intéresse pas. Donc ça va nous faire une espèce de filtre et diminuer la qualité de l'image. Si on veut la meilleure image, il faut avoir l'échantillon à haute résolution, il faut avoir l'échantillon le plus petit possible. Alors là, je sais que ça pourra marcher. Ça, c'est une carotte sédimentaire. C'est un exemple typique de scan multi-résolution. Elle fait 40 cm de haut. Donc on a d'abord fait un premier scan de toute la carotte en hauteur. On a fait un scan en hélicoïdal ou en stack, je ne me rappelle plus exactement, à une résolution de 88 microns par pixel en 10 minutes. Donc je scanne toute la carotte assez rapidement. Une fois que j'ai fait la reconstruction de cette carotte, ça c'est une coupe verticale dans la carotte, ça c'est 3 coupes horizontales. J'identifie une zone ici dans la carotte que je veux aller analyser un petit peu plus finement. Et là je refais un scan à 10 microns uniquement sur cette zone-là. Comme je suis à plus haute résolution et comme je suis en région d'intérêt en plus, donc en scan local, le scan va être plus long. C'est un scan de 3 heures pour avoir cette image-là. Ça c'est une coupe verticale qui correspond à cet endroit, à peu près à cet endroit-là dans la carotte.
Le dernier exemple, c'est sur un empilement granulaire. Donc là, je vous ai montré uniquement des exemples où il n'y avait que l'image, quoi. Bon, c'est joli, c'est pas joli, ça ne donne pas beaucoup d'informations scientifiques. Là, c'est un échantillon du Havre avec du sable. Donc on a scanné l'échantillon. Une fois qu'on a scanné l'échantillon, on va essayer, dans la mesure où c'est un empilement granulaire, on va essayer de faire des calculs de perméabilité. Donc là, du coup, on va mettre on va essayer de quantifier des choses à partir de l'image. Là, il y a plein de choses qui existent, des logiciels commerciaux, des logiciels gratuits, des labos qui distribuent, enfin qui donnent accès à leur code, etc., pour faire de la quantification à partir des résultats de la tomographie. La première chose à faire, c'est qu'il faut en gros classer les voxels, dire tel niveau de gris, ça correspond à tel matériau, ou alors matériau ou R. Le plus simple, évidemment, c'est la segmentation. Je commence par dire, ça c'est un grain, et puis ça c'est de l'air. Donc là, c'est ce qui a été fait, un seuillage, on va récupérer les grains, on fait un partitionnement de l'espace poreux, et là, c'est deux méthodes différentes de simulation. Donc un calcul direct en perméabilité, ou une modélisation du réseau de pores. Donc le calcul direct, c'est un modèle, ça a été fait avec Aviso. Donc on fait, alors là j'ai juste une vidéo qui est quand même sympa, de résultats, ça doit être celui-là. Oui, ça marche. Donc ça, c'est le résultat de la reconstruction. Et là, on fait une simulation où on va avoir des vecteurs de pression, des champs de pression, pardon, qui sont calculés et qui sont affichés. C'est un exemple de ce qu'on peut faire avec le résultat de la tomographie, du scan de la vis. La dernière section, c'est la même chose, mais en réseau de pores. Là, voilà. Voilà, donc là c'est la modélisation du réseau de pores avec un modèle avec des sphères et des connexions. Je vous ai mis deux références là de gens qui travaillent sur ces travaux, pas mal d'équipes qui travaillent là-dessus. On peut faire des choses avec Aviso et avec plein d'autres codes. J'ai deux slides sur nous, mais je vais aller très vite. Donc on existe depuis 2006. On est une trentaine de personnes aujourd'hui et on a des machines un peu partout dans le monde. Voilà, je vous remercie, j'étais un peu longue. Est-ce qu'il y a des gens qui ne raisonnent pas uniquement avec leur estomac et qui auraient des questions 5 minutes, je ne sais pas si... Est-ce qu'il y a eu des possibilités d'utiliser la tomospectrale pour avoir plus d'informations, c'est-à-dire mesurer les spectres dans chaque voxel et pas uniquement le comptage? Alors c'est ce qui devrait permettre ce que devraient permettre de faire les capteurs à détection directe, parce que non seulement ils détectent directement, mais en plus on est capable normalement de dire celui-là il a telle énergie, celui-là il a telle énergie, celui-là il a telle énergie, donc de pouvoir classer en énergie. La tomo multispectrale, elle est déjà finalement utilisée dans certains domaines, dans les scanners médicaux notamment, de manière très simple, en mettant des systèmes de capteurs sandwich qui vont détecter, en fait il y a un capteur, un filtre et un autre capteur. Donc il y a un capteur qui détecte toutes les énergies, et un capteur qui ne détecte que les énergies très élevées. Et on fait des choses avec ça qui permettent d'améliorer la distinction entre deux matériaux de mu assez proches, d'améliorer un peu la distinction. Mais pour l'instant, les applications, elles sont pas si évidentes. On s'y intéresse quand même pas mal, parce que pour différencier de l'eau de l'huile, par exemple, ça permet quand même d'améliorer les choses. À l'IFP, à Paris, par exemple, ils ont un scanner médical qu'ils utilisent en multi-énergie.
Donc là, c'est du coup, mais ça peut se faire sur un tableau de laboratoire aussi, parce qu'on prend l'échantillon, on peut faire un premier scan à 200 kV et un deuxième scan à 100 kV, si on veut échanger les filtres et des choses comme ça, et combiner les images. Donc ça peut déjà se faire avec ce genre de méthode. Après, ce que doit permettre le multispectral, qui est quand même, il ne faut pas imaginer pour l'instant avoir des capteurs plans à 256 canaux. Hein. C'est pas, pour l'instant, il y a 2, éventuellement 4 canaux, mais c'est tout. Donc on va quand même, à mon sens, pas gagner énormément par rapport à ce qu'on peut faire déjà en faisant 2 acquisitions avec 2 réglages de tension et 2 réglages de filtres, par exemple, 2 filtres différents. On travaille à 200 kV avec un gros filtre cuivre et on fait un scan à 100 kV sans filtre, par exemple. Là, on va avoir 2 spectres qui vont quand même être assez différents. Pour l'instant, j'ai rien vu de spectaculaire au niveau applicatif sur ce que permettront les capteurs multispectraux à ce niveau-là. Il y en a d'utilisés sur certains synchrotrons, commence à y avoir des capteurs commerciaux. Nous, on est en train d'en intégrer un pour un client, mais pour l'instant, c'est 100 000 € les 256 au carré, quoi. C'est très très cher. Donc il va falloir aussi un peu de temps parce que pour que l'information ait du sens, il faut un nombre de pixels minimum, quoi. Sinon, si la résolution n'est pas suffisante, ça n'apporte pas grand-chose. Mais il y aura certainement des choses intéressantes. Ça facilite aussi pas mal les choses, à la fois pour la DCT et pour le contraste de phase. Donc il y a certainement des choses. C'est certainement là-dedans que dans les 5 années à venir, je pense, il va y avoir des nouveaux développements en tomo de labo. Merci. Oui. Mais si on veut analyser un géomatériau fortement radioactif, donc émetteur de rayons X, lui-même, en plus de... Est-ce que vous avez réfléchi à des... Est-ce que vos systèmes permettent de soustraire ce bruit supplémentaire? À partir du moment où ça peut être considéré comme une calibration. Si l'émission du matériau en question elle est suffisamment stable, je suppose que c'est le cas, on peut très bien faire une espèce d'acquisition de noir, quoi. Enfin, ce sera du coup un noir pas très noir, qu'on va soustraire aux images qui seront faites sous X après. Ça ne me semble pas être dramatique. Après, si c'est vraiment radioactif, il y a un problème au niveau de la machine elle-même. Enfin, après, c'est des aspects radioprotection, ça, mais ça, je pense que vous avez l'habitude de manipuler ce genre d'échantillon. Bien, mais s'il n'y a pas d'autres questions, merci à tous. Et puis, on va clore là les séminaires. Voilà.